on va découvrir quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. Essayer le maximum possible de protéger les enfants, les adolescents et les jeunes, les personnes naïves qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée sur la gravité de l'usage des réseaux sociaux. Donc, faites très attention. Ne parlez jamais avec les comptes qui portent mon nom, qui mettent mes vidéos, parce que c'est pas moi. Si jamais vous trouvez des vidéos, du numéro de téléphone sur les pages qui portent mon nom, donc c'est pas mon numéro de téléphone. Ce sont juste des criminels. Ok? Bonsoir, Sidi Aziz. Alors, le développement personnel médical. Premièrement, vous devez savoir que le développement personnel, c'est une mode, ni plus ni moins. Et pour certains, c'est du commerce, d'accord? C'est un métier qu'on a créé, qui ne sert à rien, ok? Ça n'a aucun sens de dire à quelqu'un, je vais t'aider à te développer sur le plan personnel. Ça n'a aucun sens, médicalement parlant. Merci. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que si les gens ont eu la chance d'avoir une bonne éducation, de bénéficier d'une bonne éducation équilibrée. Bonsoir Sidi. Ok? Si tout le monde a été bien éduqué, si tous les parents étaient stables sur le plan psychique et mental, si tous les élèves ont été éduqués et enseignés et par des enseignants qui sont très à la hauteur et qui sont bien cultivés sur le plan médical, ok? Personne n'allait avoir besoin de se développer sur le plan personnel. Donc le développement personnel, c'est une obligation, c'est une nécessité, c'est quelque chose d'essentiel, de primordial, et c'est la normale. C'est-à-dire que si toi tu fais maintenant un effort pour te développer sur le plan personnel, ça ne veut pas dire que tu es VIP, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de très émancipé, non, mais ça veut dire que tu es normal, ok? Bien. Alors, quand vous apprenez ça pour la première fois, vous allez vous dire, sûrement, après avoir écouté ce que je viens de dire, vous allez vous dire, mais comment ça, c'est normal d'être bien développé sur le plan personnel? Ben, c'est exactement ce que vous êtes en train d'y penser, c'est que si vous n'êtes pas développé sur le plan personnel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas normaux, vous êtes anormal. Voilà. Pour être normal, il faut absolument que les parents soient tous sains sur le plan psychique et mental. Alors, on va faire un petit exercice. Si je vous dis que tous les parents malades, tous les parents qui ont des maladies psychiques ou mentales sont des parents inaptes et sont des parents incapables d'être parents, vous allez être étonné. Parce que je suis sûre qu'il y aura sûrement quelqu'un ou une partie des abonnés qui ont des parents qui souffrent. Un parent qui souffre de la dépression, une maman qui a une hypertension et qui ne cesse pas de crier. Alors, on va essayer de décrire les parents qui sont inaptes, les parents qui sont incapables de mettre au monde des enfants ou d'éduquer des enfants et de les aider à devenir des adultes autonomes sans handicap relationnel, sans handicap affectif. D'accord ? On va essayer de décrire les maladies psychiques, mentales et physiques qui touchent les parents et qui poussent la famille à se détériorer sur le plan psychique et personnel. C'est-à-dire que tu as des freins, que tu as des facteurs à l'intérieur de ta famille qui vont t'empêcher d'être bien développé sur le plan personnel. D'accord ? En médecine générale, on traite ça, c'est-à-dire on traite la famille avant la croissance des enfants, avant même la naissance des enfants. C'est très important. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, premièrement, je vais vous donner quelques cas de maladies, de problèmes de santé qui touchent les parents et qui dégradent la famille. Premièrement, la dépression. Une maman déprimée, c'est une famille détruite. Une maman déprimée, ça garantit la destruction de toute une famille. Une maman triste, la tristesse c'est autre chose. Une maman triste, ça garantit la tristesse et l'obscurité dans le foyer. Tu ne
pourras jamais être en bonne santé si ta mère a toujours été triste. Troisièmement, une maman qui crie tout le temps. Une maman qui crie tout le temps, qui reproche tout, qui n'est jamais satisfaite, qui parle à haute voix. Écoutez, quand un enfant, un parent criait, il a peur. Alors le réflexe normal est très logique et humain, c'est d'avoir peur quand on entend quelqu'un crier. Donc si vous êtes des parents et que vous ne cessez pas de crier, vous créez une peur dans les cœurs des enfants et les enfants ont une interprétation, ont une perception qui est bizarre. Par exemple, moi j'ai déjà discuté avec un petit enfant et j'ai eu une grande difficulté pour discuter avec lui parce qu'il y avait sa maman qui répondait à sa place. Alors ça, sincèrement, je n'apprécie pas ça parce qu'il y a des parents qui ne donnent pas la parole à leurs enfants durant la consultation. Et moi, bien sûr, je dois être diplomate, je dois être gentil, vous savez, dans notre pratique médicale, notre pratique professionnelle, on n'est pas libre à 100%. Il faut toujours être diplomate. Il faut toujours essayer le maximum possible d'inviter la personne à discuter, lui donner raison, essayer le maximum possible de trouver une petite solution qui ne pourra pas vexer la maman, vous voyez. Donc c'est très stressant de discuter avec l'enfant quand la maman est autoritaire ou la maman ignore beaucoup de choses. Alors, pourquoi je vous ai dit que la perception des enfants et les sentiments sont très bizarres? Parce que je me rappelle très bien, un jour, il y avait une petite, je me rappelle pas très bien, est-ce que c'était une gamine ou un gamin, qui m'a dit, mon père tue ma mère tous les jours. Je lui dis, comment il l'a tuée? Il dit, il la frappe, il la frappe, il la frappe, il la tape, il la tape, il la tape. Et à un certain moment, elle dort. Elle ne se réveille pas. Quand je l'appelle maman, 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 elle ne répond pas. Alors, imaginez, essayez d'imaginer comment est-ce que cet enfant pourra être un homme normal. C'est impossible. C'est impossible. Parce que lui, c'est un petit, il voit des dessins animés. Déjà, les dessins animés, c'est un autre sujet. Il voit des animaux qui tuent d'autres animaux. Il voit des Pokémon, il voit beaucoup de choses. Il voit de l'agressivité dans les films. Il est face aux écrans, tablettes, téléphones. Il voit des choses qui, normalement, il est incapable de comprendre, de saisir. Et quand il voit le père agresser sa mère, donc quand la mère tombe dans les pommes, quand elle perd connaissance, donc le petit il croit que sa mère est décédée. Imaginez ce sentiment, cette peur, cette terreur. Ils sont le sentiment qu'un petit peut ressentir lorsqu'il devient orphelin. Imaginez, chaque soir, il se sent orphelin pendant quelques minutes. Pourquoi? Parce que la dame n'est pas là, tombée dans les pommes. Donc, ces parents, malheureusement, sont souvent des gens alcooliques, des gens qui ont un problème de dépendance, des gens qui consomment du cannabis ou des gens, des parents qui ont des problèmes de santé et qui ne veulent pas consulter, qui n'admettent pas les consultations de psychiatrie. Vous êtes vraiment malade sur le plan psychique et psychiatrique et vous n'admettez pas votre maladie, vous ne voulez pas partir voir votre médecin et vous faites souffrir vos enfants. Alors là, on va parler des droits des enfants. Vous savez que les enfants n'ont pas uniquement des devoirs. Si un enfant ressent qu'il est un esclave de ses parents, cela veut dire que le patient est en train de souffrir. Il va souffrir durant toute sa misérable enfance, adolescence, jusqu'au jour où il deviendra indépendant sur le plan financier, s'il arrivera à ce jour. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour manifester, pour revendiquer, pour se révolter à sa façon. C'est-à-dire, vous allez voir une bombe qui va s'éclater. Donc les parents doivent savoir
qu'ils n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent de ces enfants. C'est-à-dire, si tu ne connais pas les droits de tes enfants, c'est-à-dire que tu n'es pas un parent. La plupart des parents dans le monde arabe ne méritent pas de l'être. Je suis vraiment désolée, mais vous avez raison. Parce que quand je discute avec les parents, par exemple, je demande gentiment aux parents de ne pas maltraiter l'enfant dans mon cabinet ou à l'hôpital. Eh bien, je remarque que le parent me fait un regard comme si j'étais folle. Alors, la première remarque, premier jugement, là, je me permets de juger parce que c'est professionnel. Un parent mal éduqué doit bénéficier d'une éducation. On doit l'éduquer. Il est mal élevé. Une maman mal élevée, mal éduquée, ne doit pas tomber enceinte avant d'avoir reçu et bénéficié d'une formation. C'est-à-dire, on va te donner des cours pour que tu deviennes une maman. Si vous êtes impoli, on va vous enseigner la politesse. Si vous ne connaissez pas les bonnes manières, on doit vous enseigner tout ça. Si vous parlez à haute voix, si vous criez, on doit vous dire, madame, s'il vous plaît, il ne faut pas crier. C'est impoli. Alors la politesse est obligatoire. Un parent impoli va donner naissance à des enfants impolis et malades sur le plan psychique, mental et physique. Et des handicapés sur le plan social et relationnel. Et des criminels. D'accord ? Si tes parents sont impolis, automatiquement tu seras impoli. Ok ? Donc, premièrement, tu dois admettre, si on veut partir de l'enfant au stade adulte, c'est-à-dire quand il devient adulte, s'il a des problèmes relationnels, par exemple, il y a des gens qui vous disent « j'arrive pas à avoir des amis, tout le monde me déteste », mais c'est normal. Si tu parles à haute voix, par exemple, si quand je te parle, tu me dis « Asma, arrête !» Et je vais te dire, la prochaine fois que tu vas crier, je ne te donnerai pas une deuxième chance, moi. Moi, actuellement, je ne donne jamais de deuxième chance aux impolis, parce qu'impoli ne doit pas exister. Pour moi, il ne doit pas exister. Voilà, je parle sur le plan personnel, je ne parle pas sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on voit tout le monde, des criminels, des psychopathes, des impolis, des ingrats, tout. Mais il faut savoir que sur le plan personnel, les gens comme moi n'ont pas de deuxième session. Tu es impoli, tu ne dois pas exister dans mon entourage personnel. Tu n'as pas le droit d'exister parce que tu es impoli. C'est grave, c'est affreux. Adulte et impoli, mais quand est-ce que tu vas être poli? Quand est-ce que tu vas apprendre à bien traiter les gens? C'est pas mon problème, c'est le problème de ta mère. Si ta mère n'a pas pris soin de ton éducation, je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas Mère Teresa, je ne suis pas un dieu. Voilà, il faut être étanche, il faut être égoïste. Mais pour arriver à ce stade, il faut vraiment faire un très grand travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et sur l'amour de soi et sur l'image que tu as sur toi. Bonsoir, Lalla Hanan, ça va, vous allez bien? Est-ce que vous avez touché ce que je vais dire? Parce que moi, je vois des fois des gens victimes d'impolitesse. Des gens, ils te disent, non mais je l'aime. Non mais c'est ma copine. Non mais c'est mon ami, c'est mon copain, c'est mon petit ami. Elle est comme ma soeur, c'est mon amie préférée. Non, non, non. On n'accepte pas l'amitié des gens impolis. Donc ce soir va être dédié à ça, va être consacré, à ça. Je vais bien, merci. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Oui, je vais très bien. En fait, hier et aujourd'hui, j'ai touché une nette amélioration chez 2 patients. Et ça m'a vraiment trop touchée parce qu'on travaillait sur un truc très important. Et j'ai touché... je me félicite, je me félicite lorsque je fais un bon travail avec mes patients. Alors, merci docteur. Merci docteur, on crie. Comment ça, on crie? Tout le monde sait faire des bébés, mais personne ne sait faire. Je ne suis pas responsable. Alhamdoulilah, ça fait énormément plaisir. Très bon, continuez ça. Merci à vous aussi. Alors, le développement personnel.
Le développement personnel, comme je vous ai dit, c'est une mode. Ça n'existe pas. Normalement, ce qui existe, c'est l'éducation. Quand tu es éduqué, quand tes parents ont un cerveau qui est en bonne santé, c'est-à-dire ils n'ont pas de maladie cardiovasculaire, ils n'ont pas de maladie respiratoire ou de maladie circulatoire qui touchent l'oxygénation du cerveau, parce que si tu as un cerveau qui n'est pas bien oxygéné, automatiquement tu ne seras pas normal. Vous voyez? On va parler un peu de tout ce qui est physique, parce que c'est important en médecine générale. Premièrement, si tu veux un développement personnel, tu dois avoir une bonne oxygénation de ton cerveau, une bonne hydratation de ton cerveau, une bonne quantité normale d'entérocytes principalement. Tout ce qu'on mange est absorbé au niveau des intestins, intestin grêle, le petit intestin, si vous voulez. Il y a le gros intestin, le petit intestin. Alors, l'absorption des aliments qui ont été digérés, d'accord? Il y a un commentaire qui m'a fait rire. Non, il ne faut pas arrêter de crier. Non, il faut résoudre le problème. Je dois expliquer ça. Mais permettez-moi juste de terminer ce que je disais par rapport à la santé physique, chimique, biologique et mécanique du cerveau. Je dois assurer une bonne alimentation. Mais si je mange tout ce que je dois manger, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si j'ai un problème d'absorption, de digestion, je ne pourrais pas profiter de ce que j'ai ingéré. C'est-à-dire que je fais entrer quelque chose par ma bouche, ça a été digéré mais ça n'a pas été absorbé. Il est parti dans les selles, dans le caca. Donc l'absorption, un bon système digestif, un bon fonctionnement du système digestif est très important pour avoir un bon fonctionnement du cerveau. Tout ce qui est absorbé, il rejoint la circulation pour partir où? Dans le foie. Donc le foie, c'est un ensemble d'usines, si vous voulez, qui fait la fabrication, le stockage, beaucoup de choses. Si mon foie ne fonctionne pas très bien, je ne pourrai pas être en bonne santé. Et mon cerveau ne pourra jamais fonctionner très bien, d'une bonne façon, si vous voulez, si mon foie n'est pas mon foie ne fonctionne pas très bien. Alors, quels sont les problèmes qui touchent le foie? Premièrement, l'insomnie. Tu dors tôt, tu as un foie merveilleux. Tu veilles le soir, ton foie ne pourra pas bien fonctionner. Comment peut-on s'assurer que l'on bénéficie de ce qu'on consomme? Très bonne question. Alors, premièrement, nous avons une consultation de médecine générale. C'est-à-dire, quand vous allez faire la consultation, vous avez le médecin qui va vous examiner en totalité. On fait l'auscultation cardio-pulmonaire, fait un examen général. Ça commence toujours par l'interrogatoire, c'est-à-dire on donne la parole à la patiente ou au patient. On lui dit, est-ce que vous avez un problème? Alors, premier problème, c'est, par exemple, je ne vais pas citer tous les signes, mais je vais vous donner les plus fréquents. Si on a un problème de transit, automatiquement, on a un problème. Le transit, c'est quoi? Par exemple, on a une constipation, on a une diarrhée. Si on ne fait pas les selles tous les jours, c'est-à-dire qu'on a un problème. Parce qu'on mange tous les jours. Donc, où est-ce que ça part? Si on a des urines très foncées, c'est pas normal. Si on a des selles qui sont blanches, si on a des selles en massique, c'est-à-dire jaune, de couleur jaune, si on a, par exemple, des hémorroïdes, une fissure, une douleur anale lorsqu'on veut, par exemple, déféquer, si on a une fatigue, si on a un problème de vertige, si on a il y a monsieur qui a écrit bonsoir. Bonsoir, c'est dit, ou bonsoir, comme vous voulez. Alors, il y a des signes, par exemple la fatigue. Je vais vous donner un truc très important. Moi, j'ai déjà vu des patients qui avaient un problème de fatigue chronique et qui prenaient des compléments alimentaires. Il est interdit, il est strictement interdit, il est très dangereux de prendre un médicament pour la fatigue ou un complément pour la fatigue. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est du commerce, ni plus ni moins. Parce que la fatigue, en médecine générale,
ça nous oriente vers beaucoup de choses. Par exemple, une simple fatigue chez une femme âgée de 60 ans peut très bien me pousser à demander un bilan rénal et je peux très bien découvrir une insuffisance rénale. On a des encéphalopathies, un problème au niveau du cerveau, au niveau du fonctionnement du système nerveux central qui sont dus qui est soit d'origine hépatique, soit d'origine rénale. Donc, une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique, ils peuvent très bien euh, entraîner un état de coma, carrément. Vous voyez? Donc, le fonctionnement des organes nobles, des organes de filtration, doit toujours être évalué. C'est-à-dire que si la femme, 60 ans, elle est diabétique, elle est hypertendue, ou elle n'est pas diabétique, elle n'est pas hypertendue, mais elle a un problème de fatigue, le médecin, dans certains cas, selon l'examen clinique, il a tout le droit de demander un bilan rénal. Si le bilan est normal, ça ne veut pas dire qu'on a gaspillé, ça ne veut pas dire qu'on a exagéré. Non, ça veut dire qu'on a fait ce qui normalement doit être fait. Ok? Des fois, nous avons d'autres signes. Par exemple, on a des problèmes, des chutes de cheveux, par exemple. Des fois, nous avons une tristesse. Alors là, on va parler de la dépression. On va ouvrir une petite parenthèse pour répondre à votre question, Madame Hanan. La dépression pour un médecin généraliste, vous allez être étonné ce soir. Moi, je parle beaucoup de tout ce qui est d'origine psychologique, tout ce qui est relationnel, pardon, tout ce qui est relationnel. Il y a même des gens qui me disent pourquoi tu n'as pas fait la psychiatrie. Quand je leur dis que j'aime pas la psychiatrie, ils sont étonnés. Ben, c'est vrai parce que moi, j'aime pas la psychiatrie, moi j'aime la médecine générale. Vous savez, dans mon cabinet, je ne pense jamais à tout ce qui est psychique au début. Pourquoi? Parce que j'ai peur de passer à côté d'un problème physique. Pourquoi? Parce que moi, quand je prends mon patient, je prends 2 unités ou 2 parties. La première partie, c'est son cœur, ses émotions. Donc, je prends soin de ses émotions. La deuxième partie, je le prends comme un robot, comme une machine. C'est-à-dire, je dois tout chercher, je dois dévisser, déboulonner un téléphone, une machine, je dois tout vérifier, je dois tout chercher, tout détailler, tout analyser et je dois avoir comme un rapport, ok? C'est-à-dire je prends le patient pour un appareil d'un côté, d'une part, et d'une autre part, je le prends pour un ensemble d'émotions. Et ça, c'est très bénéfique pour moi en médecine générale parce que comme ça, je pourrais le traiter en totalité d'une façon plus ou moins générale. Alors, ce que j'ai pu remarquer, moi, je ne dis jamais à quelqu'un tu es déprimé. Comme ça. Bonjour, tu es déprimé. Je suis constamment fatiguée et j'ai des troubles de sommeil depuis plus de 3 ans. Et j'ai fait un bilan général récemment, tout allait bien. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Ah, d'accord. Ah, je vois. Donc, on peut prendre votre cas comme un exemple et travailler dessus durant ce live si vous permettez. Très bien. Donc, moi, par exemple, comment je prends en charge votre cas? Comme je vous ai dit, je vais me dire, j'ai une patiente qui s'appelle Madame Hanan. Elle a un cœur, elle a des émotions, elle a une nature. Il faut toujours respecter la nature. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et d'une autre part, je vais prendre votre corps, Madame Hanan, pour un robot, une machine. Donc, une fois j'explore tout, cliniquement, tout ce qui est clinique, pour moi, est très précieux. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander un bilan thyroïdien, les hormones thyroïdiennes, la vitamine T, tout ce qui est coûteux, tout ce qui est... je ne vais pas abuser en demandant les examens paracliniques parce que pour moi, ce ne sont que des examens complémentaires. Quand je demande un examen complémentaire, c'est juste pour confirmer ou pour objectiver des choses que j'ai déjà évoquées, que j'en suis sûre. Ok? Donc, je me base toujours sur ce que j'ai trouvé, ce que j'ai vu en examinant votre corps. Très bien. Bien sûr, docteur, avec plaisir, merci d'avance pour vos explications. Je vous en prie, Léla. Alors,
vous êtes fatiguée, vous êtes une jeune dame fatiguée. Vous êtes une jeune dame fatiguée, j'ai examiné votre corps, j'ai rien trouvé de spécial, même si je suis sûre qu'il y a toujours quelque chose dans l'examen clinique. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher les carences. Je vais chercher, vous avez un problème de sommeil, c'est-à-dire vous avez une insomnie. Alors on doit toujours savoir que l'insomnie est toujours due à un problème de réflexion excessive. Donc votre cerveau ne cesse pas de penser. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous étonner, Madame Hanan, vous allez vraiment vous sentir très à l'aise ce soir. Et des douleurs au niveau des articulations et des muscles. Bravo. Donc voilà. Donc si vous avez des douleurs au niveau des articulations et des muscles, cela veut dire que si je vous examine, automatiquement je vais devoir donner une explication. Ah oui, mon cerveau ne cesse pas de travailler. Bravo. Donc une douleur a toujours une explication. On ne dit pas au patient, tu as une douleur parce que tu as un problème psychique. Non. Tu as une douleur. Dans notre pratique quotidienne, tu as un patient, quand il me dit « Docteur, j'ai mal au niveau des articulations », je ne dois à aucun moment lui dire « Tu as besoin de vitamine D, tu as besoin de calcium, tu as besoin d'un anti-inflammatoire, tu es fatigué parce que tu travailles toute la journée. » Non. Quand je prends en charge ton corps, je le prends pour une machine. Il faut absolument répondre d'une façon très exacte. On ne joue pas. On est bien loin de tout ce qui est psychique. Parce que la douleur articulaire, c'est une articulation qui pleure. Point à la ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter son corps. Et si, des fois, on a des patients qui n'écoutent pas très bien leur corps, donc le médecin généraliste est là pour montrer aux patients comment aimer et comment écouter son corps. Donc, premièrement, on va découvrir ensemble votre corps. Pourquoi vous avez des articulations? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, vous allez bien comprendre, Madame Hanan, que je suis très limitée sur ce point parce que vous êtes très loin de moi. Donc, puisque je ne vous ai pas examiné, là, je suis limitée. Donc, automatiquement, je n'ai pas de réponse juste. Donc, quand on n'a pas de réponse juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, comme ça, les spectateurs vont comprendre qu'il y a toujours une limite. Je n'ai pas examiné le patient, je ne peux rien dire. C'est-à-dire je ne peux ni confirmer que vous n'avez pas de problème articulaire, ni confirmer que vous avez effectivement un problème articulaire. À force d'avoir des douleurs, j'ai appris à vivre avec et ce n'est pas bien justement car il faut écouter son corps. Bravo. Alors là, on se comprend très bien. Quand le patient se comprend, quand le patient et le médecin s'entendent très bien, tout va bien. Parce que comme ça, on devient une équipe. Aujourd'hui, j'ai dit à mon patient, salutations à mon patient, même si je ne sais pas s'il suit mes lives ou pas, et je lui dis toujours, on est une équipe et on va gagner. Alors, quand le patient devient ton coéquipier ou ton binôme, vraiment tout va bien. Alors, vous avez une douleur, vous êtes habitué à ces douleurs. Il ne faut pas avoir une douleur. Des fois, alors maintenant, on a parlé de tout ce qui est physique, mécanique. On va parler de tout ce qui est psychique, réflexion. Des fois, le patient, il a une douleur, mais il ne ressent plus cette douleur comme avant. C'est-à-dire, il a commencé à tolérer. Il a un seuil très augmenté, très élevé de douleur. Ça, c'est très méchant. Des fois, le patient somatise. Il est très hypochondriaque. Il n'a pas de stimulus, mais il se plaint de tout son corps. On ne doit pas dire à quelqu'un tu es en train de somatiser. On ne doit pas dire à quelqu'un tu es en train de faire semblant que tu es malade. Non. On est là pour traiter. Même si le patient somatise, cela veut dire qu'il a une urgence. Il peut très bien se suicider. Il peut très bien être déprimé. Donc la dépression, c'est très urgent. Donc le patient a toujours raison. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la réflexion. Parce que vous avez un problème de sommeil. Vous n'arrivez pas à dormir. Quand on n'arrive pas à dormir, c'est-à-dire que notre cerveau est parasité. Qu'est-ce qui parasite le cerveau? Eh bien, c'est un cerveau qui ne fait pas le grand ménage. Et c'est un cerveau qui a besoin d'un vrai développement personnel, médical. Si ce n'est pas médical, oubliez l'affaire. Ok?
Alors, le vrai développement personnel médical, c'est quoi? Ça existait depuis toujours. Les coachs viennent de découvrir ça et ils ont profité de tout ça. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà expliqué, tous les coachs sont déjà passés par des crises, par des moments très difficiles, par des stations, des épreuves de vie très très difficiles. Et ils ont découvert enfin qu'ils avaient une force à l'intérieur d'eux qu'ils ignoraient. Donc les coachs ignoraient l'existence d'une force. Donc une fois où ils l'ont découvert, ils ont senti un plaisir et ils ont eu cette volonté d'aider les gens et de les pousser, les accompagner pour qu'ils découvrent leur force. Ça, c'est très positif, c'est très gentil de leur part. Mais des fois, les coachs ont un syndrome du sauveur, c'est-à-dire ils ont envie de sauver tout le monde. Moi, j'ai déjà traité des coachs qui avaient ce problème, ce syndrome de sauveur. Voilà pourquoi ils faisaient tout pour aider les gens. Et ça, c'est très méchant. Le syndrome du sauveur, c'est très méchant parce que le patient peut très bien un jour se détruire en essayant d'aider les autres. Ça d'une part. D'une autre part, je pense que c'est très très dangereux qu'un coach... Bonsoir, c'est toi aussi. C'est très dangereux pour un coach, moment de stress de ta part. Je pense que vous avez écrit quelque chose. Alors, je vais juste terminer cette réplique, cette idée. Les coachs qui traitent des schizophrènes doivent absolument voir un psychiatre. Parce que quand tu veux traiter un schizophrène et tu lui demandes d'arrêter le traitement médical, le traitement pharmacologique, cela veut dire que vous êtes en train d'exposer un citoyen à un danger. Et ça, c'est un crime. Vous n'avez pas le droit d'arrêter un médicament. Arrêter un médicament, c'est une décision. Et cette décision doit être prise uniquement par le médecin qui a prescrit le médicament ou quelqu'un qui est plus spécialisé que lui. D'accord? Donc, c'est un médecin psychiatre qui a le droit de donner ou d'arrêter le traitement qui est très spécialisé. Moi, j'ai pas le droit, je suis médecin généraliste et j'ai pas le droit d'arrêter, de demander à un schizophrène d'arrêter le traitement. C'est un crime. Alors, un coach qui demande à un patient schizophrène d'arrêter tous les traitements, je sais pas, c'est un crime. Ça n'a aucune autre explication. Donc, je pense qu'il y a une question. J'ai même eu des trous de mémoire que j'ai traités à un moment donné. Mais une fois je passe par des moments de stress, ça repart. Je commence à oublier beaucoup de choses. Alors, je vais vous dire un truc très important. Si on ne dort pas tôt, on ne pourra jamais avoir une bonne mémoire. Il faut oublier la mémoire. Si on ne dort pas tôt, on peut pas, si on veille le soir, on ne peut pas avoir un bon foie, un bon fonctionnement hépatique. Si on ne dort pas tôt le soir, on ne peut pas avoir une peau merveilleuse. Si on ne dort pas bien le soir, on ne peut pas être en bon état d'humeur. Et beaucoup de choses, concentration, vigilance, beaucoup de choses, intelligence, beaucoup de choses. Alors, mais la question qui se pose, tout, ça commence par le sommeil. Mais la question qui se pose, c'est comment puis-je dormir? J'arrive pas à dormir. Il y a des patients qui me disent, docteur, j'arrive pas à dormir. Donc, si je te donne un médicament pour dormir, tu vas te reposer, tu vas pouvoir bien réfléchir et le lendemain, tu seras moins fatigué. Ok? Si tu dors tôt et que tu as une constipation, un problème où tu dors dans une pièce confinée, ou ou tu as un problème d'humidité, tu es allergique, beaucoup de choses, c'est-à-dire que tu as passé une nuit horrible. C'est vrai, tu n'étais pas là, tu étais bien endormi, mais ton corps était en train de souffrir. Parce que le cerveau, il dort pas. Il dort une seule fois, c'est quand on est décédé, quand on est mort. Vous voyez? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir qu'il y a dormir et il y a bien dormir. On doit garantir le bon sommeil réparateur. Moi, je suis en train de boire ma tisane tranquillement, en pleine verdure, dans le jardin, et je me prépare pour dormir. Je ne regarde pas l'écran. Voilà pourquoi je prends du temps pour répondre à vos questions. Pourquoi? Pour ne pas me fatiguer. Je vais lire un bon quart d'heure, je vais lire un livre avant de dormir. Pourquoi tout ça? Pour me préparer à un bon sommeil. D'accord? Pourquoi je fais ça? Parce que je m'aime. Des fois, on oublie de s'aimer. On oublie
Voilà, on oublie de s'aimer. Tous les jours, il faut alimenter notre corps et notre cœur avec une qualité de sommeil médiocre. Très bien, donc vous, maintenant, vous avouez que vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur. Pourquoi il y a trois phases dans le sommeil. Alors, nous avons l'endormissement et puis on passe au sommeil réparateur. Pardon, je vais ramener un truc. Alors, Madame Hanan, vous avez dit que vous avez le sentiment que votre sommeil n'est pas de très bonne qualité. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, madame? La prochaine fois, on va bien parler du sommeil. D'accord? Toute la suite de ce live, on va la consacrer au sommeil. Comment peut-on garantir un sommeil de qualité? Et je vous promets que ultérieurement, je vais préparer un live. Je ne sais pas est-ce que c'est la prochaine fois ou une autre fois, mais je pense que c'est très important de parler du sommeil pour parler du développement personnel. C'est-à-dire une personne qui dort pas bien le soir n'a pas le droit de parler du développement personnel. D'accord? Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Alors, pour dormir le soir, il faut absolument être heureux. Il faut être reconnaissant. Il faut être calme, il faut être stable, il faut avoir de la paix. On ne peut pas dormir si on n'est pas arrivé au stade de la paix. Je vais vous donner un exemple et vous allez vraiment être étonnés. Des fois, nous avons des ennemis, ok? Des gens qui nous prennent pour ennemis, alors que nous, on ne les prend pas pour des ennemis. Alors, qui est-ce qui est le plus intelligent? C'est celui qui n'a pas d'ennemis. Ok? Des fois, on a des gens qui sont très nocifs, des gens qui sont très mauvais, des gens qui sont... des fois, ils sont très forts, plus forts que nous, mais ils sont rusés et ils essayent le maximum possible de nous gâcher la vie, mais ils n'arriveront jamais à nous gâcher la vie. Pourquoi? Parce que on a cette immunité de la paix interne. Alors ça, c'est le summum du développement personnel. C'est le summum de la confiance en soi. C'est-à-dire, j'admets ou j'accepte les problèmes, mais je n'accepte pas la rancune. Ok? Bonsoir. Personnellement, j'ai éliminé toutes les personnes négatives de ma vie. Très bien. Alors ça, c'est une partie de la solution. Il y a éliminer les personnes toxiques, il y a apprendre à vivre avec. Des fois, on est obligé d'apprendre à vivre avec, mais le fait de les éliminer, c'est déjà une partie du traitement ou une partie de la solution. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, j'allais parler de la paix interne. Alors, moi, je préfère avoir des problèmes, de gros problèmes, et de vivre avec, que de me venger de quelqu'un ou d'avoir quelqu'un comme un ennemi, de le prendre pour un ennemi, ou de penser à quelqu'un tous les soirs. Par exemple, toute personne qui a une vie, qui s'occupe de sa vie, a des problèmes, automatiquement. Toute personne qui a une vie, qui a des rêves, qui a des objectifs, qui a une occupation, qui a un travail, qui a un talent, qui a des loisirs,
qui a quelque chose dans sa vie, ok, automatiquement, elle a des jaloux. D'accord? Donc, puisque nous avons des jaloux, c'est-à-dire on a des ennemis qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je préfère avoir des jaloux, c'est-à-dire des gens qui sont jaloux de moi, qui m'attaquent tout le temps, que d'être moi-même jalouse de quelqu'un ou de préparer des pièges pour les gens. Des pièges, des ruses, problèmes de sabotage et tout. C'est pas mon truc. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une seule vie. Je ne suis pas stupide pour passer une minute à penser à me venger de quelqu'un. Je pense que c'est très idiot de ma part de penser à me venger de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? S'occuper des gens empêche de s'occuper de soi-même. Bravo, bravo, bravo. Je pense que c'est très, très, très intelligent d'apprendre à s'occuper de sa vie. Occupez-vous de votre vie. Il n'y a pas de temps pour les ennemis. Il n'y a pas de temps pour les vengeances. Il n'y a pas de temps pour les rancunes. Il n'y a pas de temps pour les petits détails. Ce ne sont que des détails. Tu as des jaloux, ce n'est qu'un détail dans ta vie. Tu as des gens qui t'attaquent, c'est merveilleux. C'est-à-dire que tu as quelque chose et on t'attaque pour cette chose. Tu as des jaloux, c'est-à-dire que tu as quelque chose de très bénéfique. De très merveilleux. Ok? Si on travaille sur cette culture, c'est-à-dire la culture de la paix interne et la culture de la force, parce que les gens forts, ils n'ont pas besoin de se venger. On est obligé de se venger, mais on se venge d'une seule façon, c'est quoi? C'est progresser. D'accord? La meilleure façon de se venger de quelqu'un, c'est de le laisser tranquille et d'avancer. Donc plus tu avances, plus tu brûles son cœur. Mais tu ne dois pas penser à lui tous les soirs. Parce que si je pense à toi tous les soirs, cela veut dire que tu es important. Tu es très important. Or, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Ok? La personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Il n'y a aucune personne qui est plus importante que vous. D'accord? Très bien. Alors ça nécessite plusieurs discussions pour comprendre finalement cette culture de la paix interne. Très bien. Alors, mes salutations à mes amis juifs. Il y a quelqu'un qui a parlé, qui m'a dit pourquoi tu mets plus l'étoile de David. Ça m'a rappelé mes amis juifs. Ils ont une culture de tolérance qui est très élevée. Ils n'ont pas de temps pour les idiots. Voilà. Il ne faut pas surestimer l'autre. Bravo. Trop bien dit Madame Hanan. Alors, ce que j'ai appris de mes amis juifs, c'est que l'autre n'a pas d'importance dans ta vie. N'existe pas. Si tu penses à un idiot, c'est toi l'idiot. Point. Si tu penses à un idiot, c'est toi l'idiot. Point. Donc c'est à vous de choisir. Soit vous allez penser à des idiots et vous allez devenir des idiots, soit vous allez vous concentrer sur votre vie et ça va brûler le cœur des idiots. Ils n'existent pas, les gens n'existent pas, il n'y a que toi qui existe. Et il faut s'immuniser. S'immuniser, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire garder un bon cœur. On doit garder le bon cœur et on doit s'entraider. Il faut apprendre à s'entraider. C'est-à-dire, moi, je suis là pour aider mes patients, bien sûr d'une façon professionnelle, c'est-à-dire je ne veux pas souffrir à leur place. J'ai des amis, je les aime, je les salue, je souris, je suis là pour eux et eux également, ils sont là pour moi et c'est beau. C'est beau, c'est très beau. Je suis là pour ma famille est là pour moi. Chacun a sa porte de cuisine. Chacun s'occupe de ce qui lui regarde, ok. Et je pense que c'est merveilleux de vivre dans la paix. La paix, ça commence toujours par de l'intérieur. Ça part de l'intérieur. La tolérance n'est pas donnée à tout le monde. C'est une culture incarnée. Bravo. Bravo.
Alors, excusez-moi, je vais bloquer un monsieur ou une dame qui dit du n'importe quoi, qui est là juste pour baratiner. On n'a pas de temps pour vous, monsieur. On vous remercie, c'est Kentim Tallaq. Alors, quand tu veux dormir, alors avec un esprit sportif, je veux dire ça parce que moi aussi j'ai été adolescente, j'ai été gamine, j'ai été très jeune, j'ai été moins sage, j'avais moins d'expérience, j'avais pas une grande expérience professionnelle lorsque j'ai besoin de décrocher mon diplôme, donc c'est normal. Moi, je suis passée d'un stade à d'autres stades. Et je me rappelle très bien que moi-même, lorsque j'étais très jeune, quand, euh, quand j'étais très jeune, j'arrivais à dormir tranquillement, rapidement, parce que je suis très fatiguée, j'étais trop dynamique. Mais durant une période de ma vie, j'avais beaucoup d'obstacles, si vous voulez. Et quand on a des obstacles, les obstacles sont faits par des idiots. Moi, je les appelle des idiots, ok? Pourquoi? Parce que l'idiot, c'est quelqu'un qui laisse de côté sa vie et il se concentre sur la mienne. Voilà, c'est très 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 idiot de votre part de vous concentrer sur la vie de quelqu'un d'autre. Alors ces gens-là qui vous met les bâtons dans les roues, quand on veut dormir le soir, moi aussi je pouvais dormir en une minute. Je vous promets que vous allez reprendre cette habitude. En fait, je me rappelle très bien que des fois, le soir, surtout le soir, quand le calme règne, ok, quand tout le monde s'endort, il y a tout le scénario qui se reprend. Je pense à tous les gens qui m'ont dérangé. Ben, c'est normal parce que les femmes en général ne peuvent pas oublier. Faites très attention. Quand tu veux traiter une femme, il faut faire très attention parce que la femme ne pourra jamais oublier. Ctrl Z n'existe pas. Il faut minimiser les amis. Monsieur, vous êtes toxique, je vais vous bloquer. Je m'excuse. Hein. Vous dites du n'importe quoi, je vous bloque. En plus, vous mettez la photo de votre fille et il y a des pédophiles qui aiment ça. Voilà, je ne veux pas vous parler, monsieur. Je l'espère de tout cœur. Je suis là pour vous, Madame Hanan. Alors, moi, j'ai déjà vécu cette expérience et j'ai travaillé dessus. Et je vais partager avec vous ce que j'ai appris de façon très intelligente parce que nous, on travaille sur l'intelligence émotionnelle. Quand tu veux dormir, tu ne peux pas dormir. Pourquoi? Parce que le scénario se reprend. Vous avez une rediffusion des scénarios les plus douloureux. Parce que pour moi, par exemple, j'ai jamais été insultée par mon père ou j'ai jamais été maltraitée par mon père. Donc quand quelqu'un me traite mal, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir, je souffre. Même si je le réponds. Alors, ce que j'ai appris, c'est que les idiots gâchent notre sommeil. Les idiots gâchent notre sommeil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être égoïste. Il faut être égoïste. C'est-à-dire, je vais dire à tout le monde, allez vous faire foutre. Désolé pour le terme. Mais il faut, le soir, quand tu veux dormir, tu dois dire à tout le monde, hé, tout le monde, allez vous faire foutre. Je vais dormir. Voilà. Personne ne mérite une seule minute de réflexion. Tu t'occupes de ma vie, tu es un idiot. Moi, je vais m'occuper de la mienne pour ne pas être idiote. Point. Et là, je vais commencer une nouvelle vie, un nouveau chapitre ou un nouveau livre. De quoi? De la gestion d'énergie. C'est-à-dire, le cerveau, quand il réfléchit en permanence, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme toute l'énergie. Il demande beaucoup de sang. Donc, le débit sanguin, la distribution du débit sanguin cardiaque est différente. C'est-à-dire, le cerveau demande plus de sang. Donc, le sang, au lieu de passer, par exemple, vers la peau ou vers un autre organe digestif ou un autre organe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on donne la priorité aux organes nobles, aux organes de survie, c'est-à-dire le cerveau, les reins, le foie, le cœur. Quand le cerveau
travaille plus qu'il le faut, il prend tout le sang. Imaginez. Donc, je suis en train de simplifier les choses. Plus je réfléchis, plus le cerveau prend tout le sang. Donc, il ne laisse rien aux autres organes. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à ton cerveau, toi, tu es très égoïste. Toi, tu consommes beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'il te faut? On va faire la comptabilité. On va faire la comptabilité. C'est-à-dire, quand on veut faire la comptabilité, quand on veut faire un bilan, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à un comptable. Pour faire la comptabilité du cerveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut solliciter un médecin psychiatre. Il faut dire comme ça, il faut bien s'exprimer au psychiatre et lui dire: bonjour docteur, s'il vous plaît, je réfléchis trop, je veux discuter avec vous, je veux qu'on fasse une analyse pour que je découvre quels sont les sujets ou quelles sont les choses qui consomment toute mon énergie, quelles sont les choses qui occupent et qui me font réfléchir davantage, si vous voulez. Alors, à ce moment-là, quand on commence à faire la part des choses, moi j'ai déjà fait ça avec mes patients, et par la suite, je les oriente au psychiatre, parce que c'est pas ma spécialité. Mais dans le domaine de la dépendance, addiction, tabac, alcool et tout, dépression, diabète, hypertension artérielle, troubles hormonaux et tout, on est obligé de faire ça avec les patients. Donc, quand je commence à discuter avec le patient, déjà, j'ai pas besoin de faire l'analyse. On n'a pas besoin de faire un bilan. C'est clair que le patient pense à des choses qui sont très, 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 très facultatives, si vous voulez. Des choses, des fois, écoutez, il y a des choses qui sont essentielles dans notre vie, il y a des choses qui ne sont que des détails. Donc, premièrement, je dois faire la part des choses. Une liste des choses et des gens les plus importants et une liste des choses qui ne sont pas essentielles. J'en ai vraiment besoin. Bravo, oui, c'est bien de comprendre ce que je veux vous dire, parce que une fois que vous comprenez ce que je veux dire, je suis sûre que vous allez réussir. Alors, quand on fait le bilan, et avec les coûts de la vie, et des fois la vie nous donne des coups. Ce ne sont pas des coups, ce sont des leçons. Ce sont des cours, ce sont de la formation continue, si vous voulez. La vie te donne un coup pour te dire, pour te montrer quelles sont les priorités dans votre vie. Donc, pour que mon cerveau cesse de penser de façon excessive, abusive et toxique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement établir une première liste des choses les plus prioritaires et une deuxième liste des choses qui ne sont pas prioritaires. D'accord? On classe les choses. Par exemple, si tu me donnes le choix entre ma mère et ma copine, automatiquement, je vais choisir ma mère. Peu m'importe ma copine. Que ma mère soit toxique ou pas, c'est du n'importe quoi. Tout ce que les coachs disent, c'est du n'importe quoi. Si tu me donnes le choix entre ma famille et quelqu'un d'autre, automatiquement, je vais choisir ma famille. Je ne vais pas penser. Qu'est-ce qui fait brûler les neurones? C'est penser. Si tu me donnes le choix entre ma santé et ma copine, je vais choisir ma santé. Si tu me donnes le choix entre ma santé et un partenaire, je vais choisir ma santé. Parce que ma santé est la chose qui va rester avec moi. Est la chose qui ne va pas me laisser tomber. Est la chose dont j'ai besoin. Mon partenaire, il y a beaucoup de partenaires. Et si mon partenaire est très toxique pour ma santé, cela veut dire que c'est un ennemi. Donc, on va avoir une autre comptabilité, une autre logistique. C'est quoi? Eh bien, c'est identifier les ennemis. Alors ça, c'est très important. Si tu es incapable d'identifier les ennemis qui sont cachés, tu es en danger. Premièrement, je vais vous donner juste un exemple. Un ami curieux est un ennemi. Un ami jaloux est un ennemi. Un ami curieux, un ami qui te pose beaucoup de questions, c'est un loup, c'est une vipère. C'est la personne la plus toxique que vous pouvez imaginer.
Vous devez toujours s'attendre à être surpris, à être choqué par vos amis les plus curieux, qui vous posent beaucoup de questions. Moi, j'ai appris à dire à mes amis, tu es curieux. Point. Tu es curieux. Tu m'as cassé la tête. C'est impoli. Alors, dorénavant, il faut toujours garder dans sa tête que toute personne curieuse est une personne impolie. Vous devez gêner vos amis. Vous devez apprendre à gêner. Je sais que c'est pas gentil de gêner les gens, mais vous devez apprendre à gêner les gens qui vous gênent. Tu me gênes avec tes questions, moi aussi je dois te gêner. Ah non, je l'ai pas fait exprès, c'est parce que je t'aime. Non, c'est pas de l'amour, c'est une maladie. C'est de l'impolitesse. Il faut appeler un chat, ok? Il faut apprendre à appeler un chat. Comme a dit Jamal Debbouze toujours, dans... Et un ami jaloux curieux qui m'appelle. Ben, je vous laisse, très bonne soirée. À la prochaine. Je vais publier ça sur ma chaîne YouTube. Il y a des personnes qui posent des questions très personnellement, très intimes. Ben oui. C'est bon, j'ai pas envie de répondre. Je vais terminer mon live pour vous dire au revoir dans les bonnes conditions. Il y a Madame Hana qui a dit il y a des personnes qui posent des questions très personnelles et très intimes. Alors, toute personne qui pose des questions qui vous gênent est une personne toxique, est une personne mal éduquée. Les parents de cette personne ne sont pas, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bien éduqués, mais ils n'ont pas bien éduqué leur enfant. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas parce que les parents de quelqu'un ne l'ont pas bien élevé, ne l'ont pas bien éduqué, que vous êtes obligé de lui donner raison. Moi, excusez-moi, je vais devoir arrêter le live. On me gêne sur le téléphone utilisé pour le live. Bon, je vous souhaite une excellente soirée.